Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai envie de vous la faire, ça fait déjà plusieurs semaines que ce setup est déjà en place et que je fais en sorte qu'on le voit pas trop dans les vidéos. Je voulais prendre le temps de finaliser un petit peu toute l'installation. Alors aujourd'hui, on va parler de ma station de montage, ma nouvelle station de montage, mon nouveau build, mon nouveau setup pour du montage vidéo, etc. Et là, je me suis pas moqué de vous, il y a du matos de ouf. Alors mon ancien matériel a déjà 9 ans, et comme je vous le présentais dans la vidéo sur mon setup 2021, qui en réalité est un setup 2021-2012, voilà, j'avais besoin de faire évoluer mon matériel, j'avais besoin de faire du changement. J'ai pas acheté l'autre, il est toujours là, je m'en sers plutôt pour la musique, mais pour mes besoins actuels de professionnel dans l'image, la création de contenu, la vidéo, la photo, etc., j'avais besoin d'une machine qui tourne. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire le tour du propriétaire. On va d'abord parler du boîtier. Le boîtier, c'est un boîtier Corsair 4000D Airflow, blanc, parce que j'avais déjà un boîtier blanc et que ça me va tout à fait. Alors pourquoi Corsair? Parce que c'est une marque que j'apprécie et qui est connue pour sa solidité et pour ses produits plutôt bien pensés. Et le 4000D Airflow parce qu'il me fallait un boîtier suffisamment grand pour accueillir une grande carte graphique, et Airflow parce que j'ai besoin d'un flux d'air conséquent dans mon boîtier pour éviter la surchauffe. Les composants électroniques, dès lors qu'on leur demande de faire des calculs et de travailler fortement, produisent de la chaleur, et un composant qui chauffe est un composant qui fonctionne moins bien. Le fait d'avoir un boîtier bien ventilé avec un airflow important, ça permet de maintenir des températures un peu plus basses et du coup de maintenir des performances plus hautes. Dans ce boîtier Corsair 4000D Airflow, j'ai 6 ventilateurs. On est pas mal. On passe ensuite à la carte mère. Pour la carte mère, il a fallu faire beaucoup de tri puisque la grande majorité des cartes mères vendues actuellement sont quand même orientées gaming, et j'avais besoin de quelque chose plus orienté créateur, création de contenu, vidéo, professionnel. Je suis parti chez Asus qui propose une B550 ProArt Creator. J'ai découvert cette carte que je ne connaissais pas du tout en regardant une vidéo de Benjamin Tantôt de Derrière la caméra, qui lui aussi a fait son setup. Je me suis pas mal inspiré de ce qu'il a fait, alors j'ai fait des choses différentes, mais malgré tout je me suis inspiré un petit peu de ce qu'il a fait, et il avait cette carte que je trouve assez fantastique, très esthétique, très sobre, avec plusieurs ports SSD NVMe, ce dont j'avais besoin, avec du Thunderbolt 4. Le Thunderbolt 4, c'est un port, c'est une norme de transmission de données qui va jusqu'à 40 gigas par seconde. Alors pour le Thunderbolt 4, il faut des câbles Thunderbolt, enfin il y a tout un workflow à avoir. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin en soi, mais je sais que comme c'est un boîtier que j'achète pour les années à venir, dans quelques années, il est probable que je passe au Thunderbolt 4 et que je puisse entièrement monter un projet sur un disque dur connecté en externe. On passe ensuite au processeur. J'ai décidé de partir sur du AMD. Alors il faut savoir que quand j'ai fait mon choix et mes achats, Intel n'avait pas encore annoncé sa 12e gène de Intel Core i5, i7, i9, etc. Peut-être que si j'avais appris ça avant, j'aurais peut-être fait un choix différent, parce que les nouveaux processeurs Intel sont quand même des monstres, surtout en multitâche. Mais je regrette pas malgré tout mon achat. J'étais parti sur un Ryzen 7 5800X, qui est un très bon processeur, mais qui chauffe beaucoup. Et je me suis dit, bon, je vais investir beaucoup de sous dans une machine. Le but, c'est pas de réinvestir dans 2 ans, alors peut-être qu'il faut mettre le paquet. Et du coup, j'ai aussi profité du Black Friday. D'ailleurs, j'ai fait la grande majorité de mes achats au Black Friday, ce qui m'a quand même permis de faire pas mal d'économies, et je suis parti sur un Ryzen 9 5900X qui est encore bien plus performant en termes de calcul et qui chauffe quand même beaucoup moins. Donc j'ai quand même pris une belle bête pour assurer tous mes montages. Alors évidemment, pour refroidir tout ça, un ventirad n'est pas suffisant. Alors pour ceux qui sont pas hyper familiers du terme, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes de refroidissement de processeurs. Il y a le ventirad, qui est ni plus ni moins qu'un espèce de petit radiateur avec des ventilateurs sur le côté qui permettent de refroidir le processeur. Dès qu'on monte sur des processeurs un peu plus haut de gamme et qui chauffent plus, c'est pas que c'est impossible, mais c'est pas suffisant pour maintenir des performances au top. Donc après il reste le water cooling, donc des IO all-in-one, et puis des water cooling custom qu'on fait soi-même, etc.
Je ne m'y connais pas suffisamment, j'ai donc pris un IO, je suis resté chez Corsair, donc j'aime bien les technologies, j'ai pris un H115i Capelix, j'ai pris un 280 mm, donc avec deux ventilateurs de 140 mm. Alors un water cooling c'est quoi? C'est un radiateur, donc qui fait du coup 28 cm, qui est relié avec des tuyaux à une pompe. Cette pompe est accrochée directement sur le processeur chauffe, il chauffe de l'eau qui est dans les tuyaux, l'eau part dans le radiateur, les ventilateurs refroidissent cette eau et elle est réinjectée vers le processeur, ce qui fait qu'il y a un flux d'eau continu qui évacue la chaleur et qui apporte du frais. Évidemment, plus le processeur chauffe, plus les ventilateurs se mettent à tourner vite et plus vite l'eau est refroidie. Voilà pour cette explication somme toute très basique. On passe maintenant à la RAM. Sur mon ancienne machine, j'étais sur 16 Go de RAM et à l'époque, c'était overkill. J'avais pas besoin de tout ça, c'était surpuissant. Aujourd'hui, c'est le minimum pour une tour de montage vidéo. En dessous, franchement, c'est la galère. J'ai décidé pour ce setup de passer sur 64 Go de RAM en 3200 MHz CL16. Je suis sur des Crucial. J'aurais pu prendre des Corsair, j'ai décidé de prendre des Crucial, tout simplement parce que c'est une marque qui a fait ses preuves, elles ont été vivement recommandées partout et elles sont compatibles avec tous les systèmes Intel et AMD sans aucun problème. Alors, on aurait très bien pu me dire, mais tu pourrais rester sur 32 Go, pourquoi tu mets 64 Go? En fait, le truc, c'est que pour le gaming, 16 Go, 32 Go, c'est suffisant. Dès qu'on bosse sur la suite Adobe, dès qu'on fait du montage vidéo, Adobe, ça en mange tant qu'il y en a, quoi. C'est-à-dire que si j'ai 128 Go, il va utiliser les 128 Go. La 64, c'était déjà pas mal, ça coûte quand même un petit peu de pognon, mais Adobe est très gourmand en RAM, et aujourd'hui, le fait d'être à 64 Go avec une bonne cadence, une bonne vitesse, je vois la différence, je vois nettement la différence. Pense à t'abonner. Un petit clic là. Petit clic sur le pouce bleu, un petit commentaire, je te répondrai. C'est promis, je te réponds. Tu t'abonnes, tu mets la cloche, et ça fait plaisir. Je te laisse tranquille. En termes de stockage, je dispose de 4 Teraoctets. J'avais besoin de vitesse et d'efficacité, j'avais besoin d'avoir du matériel qui réponde hyper vite et qui fait des transferts, etc. ultra rapides. Je suis parti sur des SSD NVMe M.2, j'en ai pris deux, un pour le système, un pour le travail, c'est-à-dire vraiment les projets en cours. C'est quoi des SSD NVMe? C'est des disques durs qui sont à peu près gros comme des clés USB, c'est comme ça. Et l'avantage c'est que ça peut monter, là je suis en PCI Express 3.0 et je monte à 3500 mégaoctets par seconde. 3 Go et demi. C'est considérable. Donc voilà, j'ai ce disque système, j'ai ce disque travail et j'ai un disque de ce qu'on appelle du stockage mort. Donc c'est également un SSD, mais un SSD SATA 2.5, vous savez, les petits disques durs comme ça, qui montent à 500 mégaoctets seconde et qui me sert à archiver une fois qu'un projet est terminé. Je le transfère sur ce disque dur qui est un disque dur d'archive. En termes d'alimentation, je suis passé sur une Seasonic 850 watts, certifiée 80 plus Gold. La certification, c'est une question de rendement. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance d'une alimentation. On aurait tendance à prendre juste ce qu'il nous faut. Or, c'est bien d'avoir de la marge, parce que dès que la machine va se mettre à calculer, dès que la machine va se mettre à mettre en place des effets et à travailler fort, le processeur va tirer beaucoup plus, la carte graphique va tirer beaucoup plus. C'est bien d'avoir de la marge, donc j'ai pris 850 watts. Et surtout, j'ai fait attention à prendre une excellente alimentation, quelque chose de haut de gamme. Pourquoi? Parce que l'alimentation, ça peut vous tuer votre PC. Une mauvaise alim, elle peut griller, donc si c'est que ça, c'est pas très grave, elle peut griller tous les composants de votre ordi et elle peut foutre le feu. Donc, il est important de choisir une bonne alimentation. Je suis parti sur la marque Seasonic, qui est un des acteurs principaux au niveau des alimentations, qui d'ailleurs a plein d'usines, qui fonctionne pour plein d'autres marques. Donc, je l'ai payé plus cher, mais elle est garantie 10 ans. Et j'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Moi, sur mon autre ordi, j'ai eu deux alimentations de marque No Name, et je peux vous dire que je l'ai regretté. Alors on va parler du sujet qui fâche, la carte graphique. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé du coup d'un processeur avec une puce graphique intégrée et que la carte graphique n'était pas obligatoire pour pouvoir travailler. Et c'est vrai. Mais la carte graphique, c'est quand même un confort énorme. Aujourd'hui, la pénurie fait que trouver une carte graphique devient extrêmement difficile.
et trouver une carte graphique à un prix correct, soit le prix de vente officiel, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, il faut se réjouir quand on arrive à trouver une carte graphique en vente et en stock. Avec la pénurie, j'ai dû traquer les boutiques, traquer les prix, jusqu'à trouver la carte graphique qu'il me fallait. Je suis passé sur une Asus RTX GeForce 3060 Ti, qui n'est pas ce qu'il y a de plus haut, mais qui n'est pas non plus ce qu'il y a de plus bas. On est sur des performances équivalentes à une 3070 pour ceux à qui ça parle. Je l'ai touché au prix de 800 €. Et 800 € c'est énorme, sachant que son prix de vente de base est à 400 €, donc je l'ai payé le double du prix. Vous pourriez me dire, mais Benjamin, t'es cinglé, mais attends la fin de la pénurie, achète-toi une carte graphique. Ouais, la fin de la pénurie, à mon avis, c'est pas avant 2024, et les prix continuent d'augmenter. J'ai fait le choix de payer 800 € maintenant, pour ne pas payer 1200 € dans un an, et cette carte que j'ai payée 800 € là, au mois de novembre, juste avant le Black Friday, elle est déjà à 950 € aujourd'hui. Elle a déjà pris 150 € là, en 2 mois. Donc, si vous avez prévu d'acheter une carte graphique, attendez pas la fin de la pénurie, sauf si vraiment vous n'en avez pas besoin et que vous n'êtes pas à 2 ans près. Sinon, déjà, dès que vous en chopez une, vous la prenez, et puis, mettez le prix. De toute façon, vous avez pas le choix, et dites-vous que ce sera pire après. Un des points qui doit sûrement vous questionner et vous intéresser, ce sont ces écrans. Un Samsung 49 pouces incurvé et un Asus 24 pouces pas incurvé. Alors pourquoi ce choix? J'étais parti au départ sur un écran Asus de 43 pouces, donc le même style que celui-ci mais un petit peu plus contenu, et puis un écran au-dessus, un petit peu comme celui-ci. Il se trouve que le 43 pouces de chez Asus a disparu des stocks au moment où je voulais l'acheter. Et le Black Friday m'a permis d'investir dans ce Samsung 49 pouces, résolution 5K, 5120 par 1440, et j'ai touché à 800 €. 800 € c'est une somme, c'est clair que c'est une somme monumentale, mais je ne supportais plus d'avoir mes deux écrans côte à côte avec les deux barres noires là. Je me suis rendu compte ces derniers mois que je ne travaillais quasiment que sur un écran. En fait, j'ai tendance à toujours regarder celui de gauche et je n'utilise pas celui de droite. Donc en fait, c'est une perte de temps. J'ai voulu passer du coup sur un écran panoramique, enfin beaucoup plus large. Et j'ai vu celui-ci. Alors il se trouve que Samsung a sorti en 49 pouces un nombre de références incroyable. Ils en ont au moins 5 ou 6 si c'est pas plus, et qui ont beaucoup de problèmes d'usine. Tous ces écrans ont des problèmes de calibration, des bugs, etc. Sauf un modèle. Enfin deux modèles. Le modèle très haut de gamme qui coûte 1600 €, et puis un autre modèle, celui-ci. Et quand j'ai vu que celui-ci, expressément, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, ça fait des mois et des mois que je traque et que je lis des forums et que je vais sur des vidéos YouTube, etc. Quand j'ai vu que ce modèle-ci, qui était un de ceux qui étaient plutôt bons, était en promo, parce que là il est à 1100 €, donc là 800 €, ça faisait une belle promo, j'ai sauté dessus. Donc ça nous fait l'équivalent de 2 écrans 27 pouces en 2K, et je vous promets que c'est un plaisir de pouvoir travailler sur des timelines super allongées. C'est un détail, mais moi je me rends compte de la fluidité au niveau du workflow. C'est beaucoup plus rapide, plus efficace, plus intuitif, je perds beaucoup moins de temps sur beaucoup de choses. C'est des petites manipulations, hein, c'est une seconde par-ci, une seconde par-là, sauf que sur un montage où on y passe 5 heures, on gagne vite beaucoup de temps. Le deuxième écran, c'est un Asus ProArt 24 pouces Full HD, donc 1920 par 1080. Pourquoi est-ce que j'ai pris cet écran? Parce que le problème du Samsung, c'est qu'il a 1 milliard de qualités, mais pas son étalonnage. C'est un écran qui est fait pour le gaming à l'origine, donc qui est adapté pour des couleurs saturées, des contrastes très forts, mais qui ne rend pas une image fidèle à ce que forcément vous allez voir derrière sur votre smartphone ou sur votre écran d'ordi. J'avais besoin d'un écran neutre pour pouvoir faire un étalonnage précis. J'avais hésité avec des BenQ. Le problème des BenQ, c'est qu'ils, en tout cas pour les modèles que j'avais vus, c'est qu'ils ne se fixent pas à l'arrière. Ils n'ont pas de prise VESA. Les prises VESA, c'est les vis qui permettent de monter ça sur des bras. Et moi, j'avais besoin de le surélever, et donc il me fallait une prise VESA. Et du coup, je me suis intéressé au ProArt. Alors, je vais pas vous faire l'article de cet écran parce que les écrans ProArt, les vidéos, il y en a des tonnes sur YouTube. Ce que je peux vous dire rapidement, c'est qu'il a ce qu'on appelle un DCI P3, qui est une norme qui est inférieure à 2. On peut le programmer, on peut le régler en Rec 709, on peut le programmer en sRGB. Enfin, en gros, je peux choisir la norme colorimétrique sur laquelle je veux travailler. Et je sais que quand je travaille avec ces couleurs-là, je suis plus près de la réalité de ce que j'ai envie de faire. Alors, vous avez dû remarquer sur les 2 dernières vidéos,
Les couleurs sont pas tout à fait les mêmes, ça demande un temps d'adaptation parce qu'il faut s'habituer à cette espèce de neutralité. Notre cerveau se forge avec les écrans qu'on a, et moi j'ai travaillé pendant des années avec des écrans qui étaient très très bien, hein, je crois que c'était des LG, mais avec beaucoup de saturation, beaucoup de contraste, qui n'étaient pas du tout des écrans faits pour ça. Et quand on s'habitue à ça, revenir sur des écrans plus neutres, ça fait un petit peu bizarre, il y a un temps d'adaptation, mais au niveau du confort de travail, même la visualisation sur un écran comme ça, c'est mon écran moniteur, c'est-à-dire que là je fais le montage et là je visualise, mais c'est le jour et la nuit. Petite précision, c'est donc un écran 5K, plus un écran Full HD, et ma 3060 Ti les fait tourner sans problème, à 120 Hz et 60 Hz, donc 120 images par seconde de rafraîchissement et 60 images par seconde, et ça tourne au poil de cul. Alors l'image c'est bien, mais le son c'est bien aussi. Je disposais d'une carte avant, une carte Focusrite Liquid Saphir 56, qui est en vente, ça intéresse quelqu'un du coup, qui était très très bien. Elle était très très bien, il y avait 8 entrées, c'était parfait pour faire de la musique, c'était parfait pour enregistrer des batteries, mais j'enregistre plus de batterie. Du coup j'utilisais que 1 voire 2 entrées, et c'était du coup beaucoup de volume pour une utilisation qui n'était pas adaptée. Donc j'ai décidé d'investir dans quelque chose de plus petit, de plus compact, de plus visuel, de plus facile à manipuler sans avoir besoin de tendre le bras à droite et à gauche. Et donc je suis passé sur une Motu M2, Motu qui est une super marque au niveau du son. Quand on fait un peu de musique, c'est une marque qui parle à peu près à tout le monde. Donc une Motu M2 avec 2 entrées XLR jack, et qui permet des réglages ultra fins, ça transpire la solidité, c'est ultra bien fini, le son est très très bon. Je suis parti là-dessus parce que je suis une chaîne d'un mec qui s'appelle Giaco, je crois que c'est Giaco Audiovisuel, et c'est un mec qui est passionné de son et de cartes son, etc. C'est un mec qui maîtrise son sujet, et je suis depuis un certain temps, et il se trouve qu'il a parlé pas mal des Focusrite, les petites cartes son rouges qu'on voit chez tous les youtubeurs, qui sont sûrement bien, hein. Mais lui, ce qu'il en dit, c'est que honnêtement, pour peu de choses près le même prix, il y a carrément mieux. Il se trouve que moi de mon côté, je travaille beaucoup, je travaille avec mes enceintes de monitoring, mais je travaille aussi beaucoup au casque, puisque dès lors que j'ai du monde à côté de mon bureau, ma fille qui court, etc., il y a des fois il y a des bruits, j'ai besoin d'être concentré. Donc je travaille au casque, je suis sur un Bose QC35-2, et quand c'est comme ça, j'ai besoin de le brancher sur ma carte son. Sur la Focusrite, elles sont connues pour avoir du grésillement et pas beaucoup de patates au niveau du casque, alors que la Motu, elle est nickel, elle envoie du steak, et c'est un grand confort, j'ai aucune latence au niveau du son, c'est du délire. Enfin voilà, super carte son. Au niveau de mes enceintes de monitoring, ça n'a pas changé, je suis toujours sur des KRK Rode-Kit 6, donc c'est des enceintes qui ont un son neutre, qui sont pas flatteuses, qui mettent pas plus de basse ou autre, ça me permet d'avoir un son plus neutre, alors c'est plus adapté à la musique, mais pour la vidéo je m'y retrouve aussi et je trouve ça assez confortable. Alors la question que vous devez vous poser, c'est déjà combien ça m'a coûté tout ça. J'ai travaillé et j'ai économisé pendant 1 an, j'ai mis beaucoup de côté parce que mon ancienne configuration commençait à montrer des signes de fatigue, pas mal de ralentissement, et j'ai eu 2 plantages récemment, dont un qui m'a fait très peur, où j'ai failli perdre le boulot pour un contrat, et je me suis dit, bon ça faisait déjà un moment que je me disais qu'il était temps de changer, et là je me suis dit il est vraiment temps de changer. J'ai décidé d'investir, donc tout cet équipement m'a coûté la bagatelle de 3600 €. Alors oui c'est super cher, c'est énorme, mais c'est pas un PC juste pour le plaisir de faire beau, c'est un outil de travail pour moi, pour mon entreprise. C'est important quand on veut donner du travail, quand on veut du confort, pour pouvoir bosser correctement, être efficace, être rapide, être productif, d'avoir du bon matériel. Donc j'ai investi en me disant que cet investissement serait durable, j'investis pas pour me dire que dans 2 ans je rechange tout. Bon, la dernière config m'a fait 9 ans, je pense pas que celle-ci fera 9 ans, je ferai pas l'erreur d'attendre si longtemps, mais j'espère être tranquille pour au moins 5 ans. Et alors niveau performance, ça donne quoi ? Sur des ordis comme ça, des processeurs, des cartes graphiques, on évalue les performances avec ce qu'on appelle des benches. Des benches, c'est des normes de calcul qui permettent, avec des scores, qui permettent un petit peu de jauger les performances d'un PC. Je vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que c'est pas du concret, et on est dans retour d'expérience, et retour d'expérience, c'est des vrais retours d'expérience, c'est pas juste des chiffres et des graphiques. Pour vous donner un exemple, la vidéo du XT3 et du Panasonic G9, qui est sortie il y a 2-3 semaines, bon, c'est une vidéo où il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de denoising, etc. Il y a juste
du cut. Donc on est sur de la vidéo enregistrée en 4K, 24 images secondes en 8 bits, à 150 mégabits par seconde. On est sur 22 minutes de montage avec quelques templates Premiere Pro, etc. Et ces 22 minutes de montage, sur mon ancienne tour, il me faut 3h30 pour la sortir. Sur cette tour-là, il me faut 4 minutes 30. 3h30, 4 minutes 30. C'est énorme. Alors la carte graphique joue beaucoup, mais la performance du processeur, la RAM, ça joue aussi. Voilà, c'est... Avant, lorsque je sortais une vidéo, je la regardais en bas sur ma télé pour checker que c'était bon, qu'il n'y avait pas de bugs, et quand il y avait des bugs, et il y a toujours un petit truc, je me disais putain, allez, on est reparti, on fait la correction, et on est reparti pour 3h30. Là, j'appuie sur exporter, je me fais un café, je vais pisser, je reviens, c'est fini, je la regarde, il y a une erreur, je recommence, 4 minutes 30. Ça paraît pas, c'est un temps considérable. Alors, oui, 3h30 pour une vidéo de 22 minutes en 1080p ou en 4K, c'est démesuré. Mais c'était ce que j'avais avant. Aujourd'hui, la différence, elle est monumentale. Donc en termes de performance, on est très bien. La vidéo que j'ai fait sur les boîtiers achetés en 2022, que je vous invite à aller voir par là. Donc celle-ci, elle demandait un tout petit peu plus de boulot parce qu'elle était faite à main nue, donc j'ai dû stabiliser un petit peu, même si la stabilisation du Panasonic G9 a vraiment bien géré, mais j'ai dû rajouter aussi un petit peu de stabilisation, etc. En 2 minutes 30, je l'ai sorti. C'est juste de la folie, à quel point au niveau des perfs, c'est le jour et la nuit. Et je crois que même si j'étais très habitué à mon ancienne machine, je crois que je ne pourrais pas repasser dessus. Enfin, je veux dire, si je l'ai gardé aussi, parce que si un jour celle-là plante, je vais pouvoir me dire que j'ai un PC de secours avec Premiere Pro qui me permet quand même de travailler. Mais celle-ci, c'est une machine de guerre, c'est un tank, quoi, c'est un char Leclerc. Du coup, pour celles et ceux qui envisagent de se faire une config, qui veulent faire de l'image, du Photoshop, du Lightroom, du After Effects, du Premiere Pro et encore sûrement d'autres logiciels, dites-vous que ce PC, ça a été mûrement réfléchi, ça fait des mois et des mois que je bouffe des vidéos, que je lis des articles, pour avoir ce qu'il me faut au plus juste. Parce qu'on va vouloir vous vendre plein de trucs pour du gaming. Alors une tour gaming peut tout à fait permettre de faire du montage, mais il faut vraiment bien choisir ses composants. En termes de compatibilité, ça joue beaucoup. On vous vend des composants plus chers parce qu'il y a des jolies lumières dessus, mais ça change rien, ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi les lumières, je m'en fous. Là, il y en a, c'est tant mieux. Si on n'avait pas, ce serait pareil. Et ma tour, je vais pas la regarder tous les jours. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire et renseignez-vous. Il y a des chaînes YouTube fantastiques. Moi, pour cette configuration, donc il y a du coup la vidéo de Benjamin Tontot derrière la caméra. Il y a la chaîne de Discover ID que je vous conseille vivement, qui est hyper ludique, qui est assez pédagogue, il explique bien les trucs. La chaîne de Guillaume et la chaîne de Jigfio, qui sont des youtubeurs tech plutôt sur le hardware, donc vraiment sur les tous les éléments informatiques, les performances, les compatibilités, il y a plein d'astuces. Et si vous voulez vous faire votre machine, vous pouvez acheter des machines toutes faites, ça existe. Vous pouvez faire vos emplettes, en fait il y a des sites internet qui vous permettent un petit peu de sélectionner tous vos composants et c'est eux qui vont le monter, ça c'est possible. Mais si vous voulez faire des économies, faites-le vous-même. Moi, à part il y a 9 ans, j'ai jamais monté de PC. Ce PC-là, je l'ai monté tout seul, comme un grand. Parce qu'il y a plein de tutos sur Discover ID, sur Guillaume, Jigfio, il y a plein de tutos pour apprendre à monter un PC gamer, pour apprendre à monter un PC de montage comme celui-ci. Alors je dis pas que vous allez faire ça en un claquement de doigts, parce que forcément il y a plein de trucs, il y a des branchements, des fois ça marche pas, puis il faut avoir un tout petit peu de connaissances, mettre à jour un BIOS, enfin... Mais tout ça, vous pouvez l'apprendre sur internet si vous prenez votre temps. Et vous ferez des vraies économies. Il y a d'excellentes boutiques dans lesquelles vous pouvez acheter vos pièces. Alors bon, il y a le géant Amazon qui permet parfois de faire de bonnes affaires. Moi, au Black Friday, j'ai fait des affaires fantastiques. J'ai économisé 40% sur mes barrettes de mémoire. Franchement, après, j'avais économisé pour que ça tombe sur le Black Friday et j'ai fait de super affaires. Top Achat, qui est vraiment un super site français pour acheter vos composants. En plus, il y a une chaîne YouTube Top Achat où je crois qu'il y a un mec qui est tout seul mais qui fait des vidéos et qui explique l'intérêt des composants, comment les brancher, donc je vous conseille vraiment. Après, il y a d'autres boutiques françaises, il y a LDLC, Matériel.net qui sont le même groupe mais qui sont plus chers. Donc voilà, Top Achat, Amazon, Rue du Commerce aussi fait des trucs. N'hésitez pas à checker les prix, à comparer, il faut beaucoup comparer, il faut beaucoup se renseigner. Et vous ferez une machine d'enfer à un prix juste. Il y a assez peu de vidéos sur le YouTube francophone qui parlent de config
pour le montage vidéo et la création de contenu. C'est-à-dire que des vidéos pour du matos gamer, il y en a mais à la pelle. Pour des configs comme ça de montage vidéo, il y en a finalement assez peu. Donc cette vidéo va sûrement être un petit peu longue, mais je la voulais assez complète. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi je sais que j'ai posé quelques questions à Discover ID, etc. Qu'on la plupart du temps, pas tous, mais la plupart du temps, parce que c'est des gros youtubeurs quand même. Ils ont pris le temps parfois de me répondre. Et si c'était pas eux, c'était des gens de leur communauté. Si vous avez des questions et que je peux y répondre, n'hésitez pas. Je le ferai avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous. Salut!